Complément 1, le moment d'inertie. Alors ça, c'est un petit complément à peut-être la leçon 18 sur la flèche, mais ça pourrait aussi servir à la leçon 19. Donc, il n'y a pas de question là, explicitement là-dessus. Alors, c'est vraiment pour bien comprendre la notion de moment d'inertie. Objectif, comprendre ce qu'est l'inertie d'un objet et comment elle affecte la dynamique de son mouvement. 2. Comprendre comment la masse d'un objet, la manière dont elle est distribuée et l'axe de rotation choisi affectent le moment d'inertie d'un objet et la dynamique de son mouvement. Et troisièmement, comprendre en quoi le moment d'inertie de la section d'une poutre est lié à sa rigidité. Donc l'objectif 1, c'est distinguer ici l'inertie tout court, et les objectifs 2 et 3, on parle vraiment de moment d'inertie. L'inertie d'un objet. Bien, l'inertie d'un objet, ça se mesure en kilogrammes. Alors, ça va peut-être rendre l'inertie beaucoup plus concrète si je vous dis que la masse d'un objet est égale à l'inertie d'un objet. Donc, qu'est-ce que l'inertie finalement? C'est la masse. La dynamique qui est liée à ça, bien, si un objet en mouvement est facile à arrêter et l'objet arrêté est facile à mettre en mouvement. Exemple, si vous jouez au soccer, donc le ballon de soccer, lorsqu'il est en mouvement, il est relativement facile à arrêter. Et lorsqu'il est arrêté, ben, il est relativement facile à mettre en mouvement. Ça ne prend pas un gros coup dessus pour le mettre en mouvement. Alors, on va dire que ça, c'est un objet qui a une petite inertie et donc il y aura une petite masse. Comparons ça. Prenons un objet qui est, s'il est en mouvement, il est difficile à arrêter, et s'il est arrêté, il est difficile à mettre en mouvement. Prenons une boule de quilles. Si vous essayez de jouer au soccer avec une boule de quilles, votre coup de pied ne fera pas grand-chose. S'il y a une boule de quilles qui arrive à toute vitesse vers vous, probablement que vous ne l'arrêterez pas comme un ballon de soccer. Donc l'objet, lorsqu'il est en mouvement, il est difficile à arrêter, puis lorsqu'il est arrêté, il est difficile à mettre en mouvement. Donc ça, c'est ce qui signifie un objet qui a une grande inertie, donc une grande masse. Alors, la masse, c'est la mesure de l'inertie d'un objet, et l'inertie, c'est comment il est difficile à mettre en mouvement ou à arrêter. Le moment d'inertie d'un objet. Bon, si là on était dans la translation, mais là on va regarder dans la rotation. Donc imaginez qu'un objet est facile à faire tourner et lorsqu'il tourne, il est facile à arrêter. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure, mais si l'objet est facile à faire tourner, facile à arrêter, il y a un petit moment d'inertie. Et lorsque l'objet est difficile à faire tourner et difficile à arrêter, on va dire qu'il aura un grand moment d'inertie. Alors, vous voyez le lien, hein? Donc, si le mouvement est difficile à enclencher, difficile à arrêter, donc l'inertie ou le moment d'inertie est grand. Si le mouvement est facile à enclencher, facile à arrêter, donc le moment d'inertie sera petit. Le moment d'inertie va dépendre de 3 facteurs. Donc, ça va dépendre de la masse de l'objet. Donc ça, c'est directement lié à son inertie. Mais ça va aussi dépendre de la manière dont la masse est distribuée. Et là, je l'ai mis sur la même ligne, là, mais on peut dire que c'est le même facteur, même si j'ai dit qu'il y en avait 3. Là. Ça dépend aussi de l'axe de rotation choisi. Donc des fois, ces deux-là ici peuvent finalement revenir exactement au même. Donc, ça dépend de comment la masse est distribuée, mais ça dépend aussi de comment l'axe de rotation est choisi. Exemple. Voici une bouteille vide. Donc, je fais tourner la bouteille vide qui est là autour de l'axe de rotation qui est là. Donc, la bouteille va tourner comme ça ici. Une bouteille vide, c'est plutôt facile à mettre en rotation. Je vais le mettre en rouge pour qu'on voit mieux. Donc, l'axe de rotation est ici. On va tourner comme ça. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, la bouteille vide, plutôt facile à mettre en rotation. Vous voyez, je tiens la branche facilement d'une seule main. Et j'arrête facilement la bouteille avec le petit doigt. Hein? C'est élégant quand même. Hein?
Donc, facile à mettre en rotation, facile à arrêter. Donc, ça c'est pour la bouteille vide. Alors ça veut dire quoi? Il y a un petit moment d'inertie. Maintenant, la bouteille, je l'ai remplie d'eau. Vous êtes capable de faire cette expérience-là à la maison. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Donc, toujours avec le même axe de rotation. Donc, on va faire tourner la bouteille comme ça ici autour de la branche. Et là, ben, vous constatez que c'est pas mal plus difficile à mettre en rotation. Donc, vous voyez que je travaille pas mal plus. Puis, l'arrêter, c'est pas mal plus difficile aussi. Donc, si on le regarde encore, l'arrêter, ça tape fort dans la main. Il faut vraiment que je l'arrête avec la main au complet. Donc, difficile à mettre en rotation, difficile à arrêter. Alors, on a ici un grand moment d'inertie. Bon, alors tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté de l'eau dans la bouteille. C'est logique, vous y pensez. Donc, si la bouteille est pleine, plus difficile à arrêter de tourner. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec une bouteille pleine maintenant? Est-ce qu'il y aurait moyen de changer le moment d'inertie en changeant l'axe? La réponse est oui. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire tourner la bouteille autour de cet axe-là ici. Donc l'axe passe vraiment par le centre de la bouteille. C'est toujours une bouteille pleine, mais l'axe va maintenant passer par le centre. Donc au lieu de tourner autour de ce point-là ici, on va tourner autour de l'axe qui passe par le centre ici. Donc la bouteille tourne. C'est relativement facile à mettre en rotation, relativement facile à arrêter. Donc, vous pouvez l'essayer. Vous allez voir que ça prend moins de force pour faire tourner puis pour l'arrêter. Alors, vraiment, l'axe de rotation, c'est un axe qui passe par le centre de la bouteille, puis on le fait tourner comme ça. Donc, j'ai gardé exactement la même masse, mais c'est plus facile à mettre en rotation, plus facile à arrêter, et on a maintenant un petit moment d'inertie. Donc, on a vu comment le moment d'inertie dépend, de la masse, en comparant la bouteille vide avec la bouteille pleine, mais on a vu aussi comment il dépend de l'axe de rotation. Donc, avec la bouteille pleine, dans les deux cas, un axe qui va passer par l'extrémité, on va avoir un grand moment d'inertie, alors que si l'axe passe par ici, il y a un petit moment d'inertie. D'autres exemples de ça. Un marteau. Imaginez que vous faites tourner un marteau. Donc, si vous faites tourner le marteau à partir de cet axe-là ici, vous le faites tourner dans ce sens-là ou dans l'autre sens ici, bien, le marteau, il va être assez difficile à mettre en rotation puis difficile à arrêter. Si vous essayez de l'arrêter avec votre main, ça va faire mal. Okay? Donc, ça, c'est un grand moment d'inertie. Mais par contre, si on le fait tourner par rapport à cet axe-là, ici, donc vous faites la rotation par rapport à cet axe-là, vous mettez le côté lourd du marteau dans votre main, vous essayez de le faire tourner, vous allez voir que c'est pas mal plus facile à arrêter puis à démarrer. Bâton de baseball. Donc, si vous faites tourner le bâton de baseball par rapport à un axe qui est ici, vous allez voir un moment d'inertie qui est relativement petit. Si vous le faites tourner par rapport à cet axe-là ici, vous allez voir que la mise en rotation, l'arrêt est plus difficile. Mais le plus petit moment d'inertie qu'on peut avoir, c'est si on faisait tourner le bâton autour de cet axe-là. Donc là, ici, c'est vraiment très facile à mettre en rotation et à arrêter. Le marteau, il y a aussi le même principe. Hein? Donc, on peut avoir cet axe de rotation-là ici. Et si je prends une forme géométrique, ben, dépendamment de l'axe choisi, donc si je prends un axe qui passe, par exemple, par le centre, puis je le fais tourner autour de cet axe-là, ça va être plus facile à faire tourner. Le moment d'inertie va être plus petit que si je prends cet axe-là. Quel est le lien avec des poutres? Ben, la chose qu'on peut comprendre de tout ça ici, premièrement, c'est que plus la masse se répartit loin de l'axe de rotation, plus le moment d'inertie est grand. Donc, vous voyez ici, avec cet axe-là, la masse est loin de l'axe de rotation, le moment d'inertie est grand. Quand la masse est proche de l'axe de rotation, le moment d'inertie va être petit. Donc, le marteau ici, la masse est concentrée ici, l'axe de rotation est là, donc ça me donne un moment d'inertie qui est plus petit. Donc, la masse est loin de l'axe de rotation, grand moment d'inertie. La masse est proche de l'axe de rotation, petit moment d'inertie. Désolé pour les fautes d'orthographe ici.
qu'est-ce qu'on fait quand on a un objet en 2 dimensions ou quasiment en 2 dimensions? Ben, pourquoi je dis quasiment en 2 dimensions? Ben, imaginez que vous avez une poutre et que vous coupez la poutre pour voir la section. Ben, la section, si je coupe une tranche de la poutre, ben, ça va être très mince. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que j'ai un objet, essentiellement, la section de la poutre, c'est en 2 dimensions. Ça va dépendre de quoi? Ben, ça va dépendre de l'aire de l'objet. Donc, c'est lié à la masse. Hein. Plus l'aire est grande, plus la masse va être grande. C'est aussi lié à la manière dont l'air est distribué ou encore l'axe de rotation. Exemple de ça. Voici 3 carrés, 3 sections carrées, et elles ont un moment d'inertie qui est de plus en plus grand. Donc, elles ont toutes le même axe de rotation, mais le moment d'inertie est de plus en plus grand. Donc, parce que l'air augmente de plus en plus, donc l'air est de plus en plus grande, et donc le moment d'inertie, ici, va être lui aussi de plus en plus grand. Autre exemple, on a vu que plus la masse est répartie loin de l'axe de rotation, plus le moment d'inertie va être grand. Donc, le premier exemple ici, la masse est répartie assez proche de l'axe de rotation. Vous voyez qu'on ne peut pas aller très loin de l'axe de rotation, donc on a un moment d'inertie ici qui n'est pas très grand. Par contre, ici, la masse est plus loin de l'axe de rotation, donc on va avoir un moment d'inertie qui est plus grand. Si on place la même forme, mais en la tournant de 90 degrés. Et est-ce qu'il y a moyen de concentrer la masse encore plus loin de l'axe de rotation? Ben oui, regardez ici, la masse de cette figure-là est concentrée où? Elle est concentrée à ces endroits-là. Et vous voyez que la concentration de la masse est plutôt loin de l'axe de rotation. Donc, on a ici un moment d'inertie qui est encore plus grand. Exemple pour une poutre en I. Donc, je vous ai donné ici certains des formes de poutres là, particulières. Sont désignées par quoi? La hauteur, largeur et largeur de l'âme. Donc, la hauteur, c'est ça ici. La largeur, c'est W. Et la largeur de l'âme, c'est S. On va comparer cette poutre-là ici. W 100 par 100 avec une hauteur de 100 mm, largeur de 103, largeur de l'âme de 7.1 et une poutre qui a à peu près les mêmes dimensions, ok, c'est vraiment à peu près, mais qui est 2 fois plus haute. Alors, regardez le moment d'inertie, il a augmenté. Donc, si j'ai une section de poutre qui est 2 fois plus haute, ben, ça veut dire quoi? La masse de la section va se concentrer loin de l'axe de symétrie et on va avoir un plus grand moment d'inertie. Dans le cas où on va avoir à peu près x3 ici. OK, x3. Donc, vous voyez que, encore une fois, la largeur est à peu près pareille. Largeur de l'arme est à peu près pareille. Pour ce qui est de l'air, grosso modo, on a fait x2 pour l'air. Mais regardez le moment d'inertie, x12. Donc, en augmentant la hauteur, on éloigne encore plus la masse de l'axe de rotation. Donc, les poutres ici, le moment d'inertie, c'est une propriété des poutres qui peut être calculée au même titre que l'air. Donc, si on connaît les dimensions, on peut calculer le moment d'inertie. Pour les poutres de dimensions connues, ben, le moment d'inertie est habituellement donné dans un tableau. Dernier exemple, moment d'inertie et rigidité. Alors, un madrier de bois, un 2 par 12, on peut le disposer de 2 manières. On pourrait le disposer un petit peu comme si on voulait construire une solive de plancher, un support de plancher, donc le côté le plus grand placé à la verticale. Dans cette situation-là, le madrier se déforme peu sous l'effet des charges. C'est une expérience que vous pouvez faire. Vous placez le madrier dans ce sens-là, vous allez voir qu'il est rigide. Je peux calculer le moment d'inertie. On a 100 fois 10 à la 6 mm à la 4. Je pourrais aussi le placer avec le côté le plus grand à l'horizontale. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on construit un support de plancher. Vous savez que si vous placez un madrier comme ça, avec le côté le plus grand à l'horizontale, il va être beaucoup plus flexible. Donc, pour un même poids, il va se déformer beaucoup plus. On peut calculer le moment d'inertie.
3 fois 10 à la 6. Alors, c'est presque 30 fois plus petit. Donc, on a fois 30 à peu près là pour le moment d'inertie. Pourquoi? Ben, c'est parce que si je considère un axe ici, ben, dans cette situation-là, l'air, la masse est répartie beaucoup plus loin de l'axe de rotation que dans cette situation-là. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Un moment d'inertie qui est grand va réduire la déformation. Un moment d'inertie qui est petit va donner une déformation plus grande. Et si la déformation est grande, ben, la contrainte unitaire de flexion va être plus grande. Dernière chose, donc la flèche, par exemple, pour une poutre, D égale P L cube sur 48 EI. Alors, vous voyez que si le moment d'inertie est grand, donc pour une même force, une même longueur, même module de Young, la flèche va être plus petite que dans une poutre où on a un moment d'inertie qui est plus petit.